Il a pour seule arme son appareil photo. Face aux dictatures, à la violence, à la torture, cela peut sembler bien dérisoire. Mais ces clichés sont d'une telle puissance qu'ils ont fait le tour du monde, dénonçant le fanatisme des hommes au pouvoir, la misère des peuples, avec toujours cet inoxydable espoir qu'un jour ça ira mieux. Né il y a 56 ans en Iran, exilé en France depuis 1981, après avoir connu la prison et la torture, il est l'un des meilleurs photographes au monde et célèbre cette année 30 ans de reportage. Reza, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un bon photographe, Reza? Un photographe vivant. C'est la meilleure définition que j'ai jamais entendue, mais dans votre bouche, c'est vrai que cette réponse prend tout son sens, parce que vous êtes un photographe de guerre, de front, vous auriez pu mourir plusieurs fois. Oui, enfin, photographe de guerre, c'est un nom qui est utilisé, mais oui, je suis un photographe, en pur et simple, photographe de l'être humain, de l'humanité, des conditions humaines. Mais c'est vrai que quand je disais un bon photographe, c'est un photographe vivant, c'était vrai, parce que ça m'est arrivé plus de centaines de fois de fermer mes yeux et de dire que c'est la fin. Et que c'était jusqu'à là ma vie, et que l'explosion est passée, les gens, et tout est d'un seul coup, j'ai ouvert mes yeux. Ça m'est arrivé même des fois de me toucher pour être sûr que je suis encore vivante. Donc. Vous vous sentez protégé peut-être? Quand on a échappé une centaine de fois à la mort, on se dit protégé, non? Oui, enfin, évidemment, on peut se dire protégé, mais simplement, je crois que j'ai encore quelques travail à finir. Donc si vous êtes toujours vivant, c'est que la mission n'est pas encore aboutie. La mission, je crois énormément. Je crois beaucoup à ce que nous avons chacun une mission, que ce soit dans le monde. Simplement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre... quelle est leur mission? Quelle est leur mission? Vous l'avez compris très tôt, quand même. En réalité, j'ai compris très vite que oui, je dois faire quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était, si c'était une mission. C'était une poème de Hafez, une poète persane, que j'entendais dans la radio tous les matins. Quand vous habitiez en Iran? En Iran, j'étais dans la ville de Tabriz. Je devais avoir 5-6 ans, vraiment. C'est cette poème qui est constamment... Et qu'il disait, dans mon intérieur, je ne sais pas qui habite, pardon, mais que je ne sais pas qui habite dans moi, que même si je suis silencieux, mais il bouillonne dans moi. Et il y a une cri de lui dans moi. Et il faut être à l'écoute de ce cri, de ce bouillonnement intérieur. Et dès l'enfance, je savais que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans moi, mais... Mais quoi? Je ne savais pas. Et quoi? Et je tournais autour de moi, je lisais, je parlais aux gens. Vous aviez un papa qui était aussi qui était fonctionnaire, hein, et qui était très amoureux de poésie et de musique, et qui avait l'habitude de réunir des artistes et des esthètes autour de lui. Eh bien, et qui vous a ouvert les portes de son bureau, enfin comment, en tout cas de la pièce où il recevait? Oui, là où il recevait ses amis, c'était... C'était à l'âge de 6 ans hein, que vous avez eu le droit de pénétrer dans ce fameux salon. Première fois. Première fois, oui. Et là, c'était les gens, surtout un qui est devenu aujourd'hui le plus grand poète azerbaïdjanais, qui s'appelle Shahriar, et que je me souviens très bien, tout petit, quand je parlais avec lui. Bon, je savais que c'était quelqu'un d'important. Je savais que tous les voisins, ils disaient « Ah, Shahriar, on a vu Shahriar rentrer chez vous. » Et je dis « Bah oui, c'est normal. C'est un ami de la famille. C'est un ami de mon père et tout. » Mais c'est plus tard, quand je commençais à lire ces poèmes, j'ai compris son importance.
Et il y avait une éducation de la beauté finalement très jeune chez vous. Ce qui fait peut-être aussi que vos photos sont souvent très dures, mais il y en a beaucoup qui sont porteuses d'une certaine beauté, d'une certaine espérance. Enfin, on sent que la misère du monde que vous photographiez cohabite avec une véritable recherche de beauté intérieure et extérieure chez vous. Enfin, quand vous dites misère du monde ou la beauté du monde, moi je ne vois pas les misères, je ne vois pas la pauvreté, je ne vois pas la famine. Quand vous voyez, En quand réalité, vous photographiez un enfant soldat, par exemple, il y a cette belle photo en noir et blanc d'un enfant soldat, vous n'avez pas l'impression de photographier la misère du monde quand même? Évidemment, mais je le nomme différemment. Enfin, alors, comment vous le nommez-vous? Alors, dit par Reza, ça donne quoi? C'est que dans ce que certains peuvent appeler une bonne heure, c'est peut-être le plus malheur du monde pour quelqu'un d'autre. J'ai rencontré des familles très aisées, très riches. Et très malheureuses? Et très malheureuses. Et on dit souvent que les petits-enfants des bidonvilles sont souvent sourire aux lèvres et très heureux. Magnifique. Oui, c'est quand j'avais passé, même en parlant de bidonville, quand je faisais le sujet sur le Caire, j'avais vu la sœur Emmanuelle en 91 au Caire. Et le sourire, enfin, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, que vous pouvez donner. Mais à partir du moment où vous le rendez aux autres, c'est tout le monde qui change. Donc, pour moi, ce qu'on voit la misère, en réalité, des fois, c'est une continuité de vie. En réalité, l'homme, il va vers une perfection. Voilà ce que je crois. Et cette perfection, sur le chemin de cette perfection, il y a certainement des obstacles, il y a des malheurs, il y a de misère, il y a de pauvreté. Mais ils sont là pour nous aider, pour construire cette marche vers la perfection. Vous venez de citer Sœur Emmanuelle, qui a disparu il y a quelques semaines. Vous avez photographié beaucoup de grands comme ça qui ont disparu depuis. Je pense à Benazir Bhutto, je pense à Indira Gandhi, je pense à Massoud, dont vous avez été un très fidèle ami pendant 16 ans. D'ailleurs, le fameux portrait de Massoud qu'on connaît tous est de vous. On peut le retrouver dans ce livre de National Geographic, Reza, 30 ans de reportage entre guerre et paix. Et qu'est-ce que tous ces gens qui ont disparu, ça a dû être des douleurs personnelles aussi pour vous, qu'est-ce que tous ces gens-là vous ont appris finalement? Mon amitié avec Massoud, c'était beaucoup plus profonde et importante qu'avec, par exemple, Gandhi. Benazir Bhutto, oui. Benazir, c'était aussi une amitié assez profonde que j'ai eue avec elle pendant longtemps. Mais ce que j'ai appris avec eux, c'est ce qu'on dit. Pour voir les grands sommets, il faut se mettre sur les grands sommets aussi. Vous voyez, c'est que, il faut se mettre égal à égal? Oui, c'est-à-dire qu'il faut se mettre sur un grand sommet pour voir les grands sommets. Et dans toute ma vie, j'ai essayé de trouver des sommets de l'intérieur et aussi de ce que j'apprenais de l'extérieur pour arriver à me trouver, pas seulement face à face, mais surtout les comprendre. Et dans le cas des gens comme Benazir qui se battaient surtout pour les droits de femmes dans un pays musulman. Une certaine idée de la liberté à chaque fois, de toute façon. Oui. Donc, tous ces gens avec qui j'ai eu cette amitié ou cette rencontre qui était forte, c'était cette acceptation presque habitée de ces mots comme la liberté, la justice, la passion. C'est un peu ça qui me passionne aussi, ces mots. Alors justement, vous qui avez traversé plusieurs conflits, qui êtes un spécialiste de l'Asie et du Moyen-Orient, vous êtes allé en Libye, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, dont on va reparler dans cette émission parce que c'est vraiment votre terre d'adoption, l'Afghanistan aussi, en plus de la France, d'une manière différente. Qu'est-ce que vous avez compris de la liberté et quelle serait peut-être finalement votre définition de la liberté à l'expérience de tout ce que vous avez vécu? Et je parle à quelqu'un qui a été en prison 3 ans notamment.
avec 5 mois de torture pendant ces 3 années de prison. Il y a 2 formes de liberté, en réalité. Il y a la liberté physique, je dirais, quand vous êtes en prison ou vous êtes pris en otage. Ça, c'est une forme de manque de liberté. Mais le vrai liberté pour moi, c'est donner à quelqu'un de liberté d'expression, liberté de s'exprimer, liberté de penser. Ça, c'est le plus important. Et si je me bats toujours, je me suis battu et je me bats toujours, c'est pour cette liberté d'expression. Parce que on peut emprisonner un homme pendant toute sa vie, mais on peut jamais emprisonner sa pensée. C'est un peu l'exemple typique de Nelson Mandela, par exemple, qui a été emprisonné quand même très très longtemps. Oui, et d'ailleurs, pour lequel je me suis battu longtemps, pour la libération de Mandela aussi. Parce que c'est ça aussi qui vous caractérise. C'est bien sûr qu'avec votre appareil photo, vous donnez un témoignage, mais entre guillemets, vous ne vous contentez pas du témoignage. Il y a un désir chez vous de réconcilier les hommes entre eux, de faire avancer les choses, d'où la création de cette école de journalisme, on peut dire ça comme ça, à Aïna, en Afghanistan. Une organisation humanitaire. Une organisation humanitaire avant tout, mais le but étant de former des journalistes du sérail, afghans, pour qu'eux-mêmes apprennent à défendre leurs droits et la liberté de la presse pour arriver à la liberté, finalement. Oui, absolument. Parce que, vous voyez, passer 30 ans dans toutes ces zones de guerre et conflits, de la même façon que je parlais de liberté, je disais il y a 2 formes de liberté. Je me suis rendu compte qu'il y a aussi 2 formes de destruction dans la guerre et dans le conflit. Il y a une destruction qu'on le voit, qu'on le photographie, on le montre, c'est la destruction des maisons, destruction des ponts, destruction de corps humains. Ça, c'est destruction physique, matérielle. Mais la vraie destruction, nous savons, c'est pas ça dans la guerre et le conflit. C'est la destruction de l'individu, de l'intérieur. C'est la destruction des relations humaines. C'est la destruction de l'âme. N'est-ce pas? Et de l'autre côté, quand je regardais tout le travail que les Nations Unies font, tout le travail de différentes organisations humanitaires qui font sur terrain, c'est à presque 99%, si c'est pas 100%, c'est seulement pour aider une reconstruction physique. Ouais. Personne ne s'occupe de cette âme blessée qui est issue des guerres. Tout le monde allait vers construire des écoles. Et on croit que je construis des écoles, et ça sert à des quoi? Hôpitaux. Des hôpitaux. Est-ce que ça suffit? La réponse est bien sûr non. Ça ne suffit pas. Et donc vous avez voulu vous attaquer, vous atteler à ça, à la reconstruction de l'âme humaine? Absolument. Mais c'est un sacré défi. Il fallait quelqu'un qui le fasse. Et oui. Vous l'avez fait. Parce que comme j'étais tellement habité par ce que je voyais, par mes observations, que je me suis dit, il faut que quelqu'un le fasse. Mais d'ailleurs, à un moment, vous avez failli abandonner le métier de photographe quand on est venu vous chercher pour reconstruire, c'est l'Afghanistan. Oui, justement, c'est peut-être là, vous allez me confirmer ou pas, que le lien s'est créé vraiment entre vous et ce pays, c'est que vous avez mis les mains dans le cambouis, vous avez lâché votre appareil photo avec une vraie décision, quoi. Je vais aider ce pays à se reconstruire. Oui, c'était une parenthèse, enfin, ça a failli d'être une grande parenthèse, voilà. en réalité. C'était 1 an pour travailler pour les Nations Unies, c'était... Les Russes, ils venaient quitter Afghanistan, enfin, je veux dire, ils étaient poussés d'or par Massoud et les Afghans, le pays avait besoin d'être reconstruit, les Nations Unies avaient énormes projets, mais ils n'arrivaient pas à fonctionner parce que le pays était encore... divisé entre le gouvernement communiste et les Moudjahidines qui étaient autour de toutes les villes. Et les Nations Unies avaient besoin d'un homme qui parle à tous ces gens-là, qui les connaît, qui puisse aller directement parler aux gens comme Massoud ou tous les commandants. Et vous étiez l'intermédiaire idéal, finalement. Ils m'ont trouvé, ils m'ont proposé le travail. Je n'ai pas hésité d'une seconde de dire oui, je pars. On ne se demande pas, est-ce que je vais être capable, moi, de rebâtir un pays ou d'aider à la reconstruction d'un pays? Il fallait tout refaire, tout complètement. Oui. Donc, c'était pour moi une vraie
retour vers les Afghans à l'époque. Donc, une fois que j'ai fini ce travail, j'ai failli de continuer. J'étais même tout de suite après ça, ces Nations Unies de nouveau qui m'ont dit super ce que vous avez fait en Afghanistan. Il y a d'autres projets à Maintenant, gérer, il y a à d'autres superviser. projets. Vous allez en Kurdistan. C'était le grand exode après la première guerre du Golfe. Il y a eu des centaines de milliers de Kurdes qui ont fui. Et comme j'ai travaillé beaucoup sur les Kurdes, donc ils m'ont demandé aussi de le faire. Sauf qu'à ce moment-là, chose unique dans la vie d'un photographe, National Geographic fait appel à vous. Mais au fond, il y a une autre parenthèse entre-temps, qui est vraie. National Geographic, il m'avait appelé quand j'étais en Afghanistan et j'avais dit non. J'avais dit non, je ne travaille plus en tant que photographe, c'est fini. C'est courageux, ça, parce qu'une publication d'un photographe dans National Geographic, c'est un peu la renommée assurée. Oui, mais ça pour ouvre moi, des c'était portes. fini. Mais pour vous, vous aviez tourné la page. J'avais déjà tourné la page. Ouais. Et j'ai dit non. D'ailleurs, j'ai su que je suis le seul photographe jusqu'à maintenant qui a dit non à National Geographic. Oui, ils ne doivent pas avoir l'habitude. Mais c'était dans cette réunion des Nations Unies, quand ils m'ont proposé d'aller au Kurdistan, que un des grandes personnalités des Nations Unies, ou enfin les gens qui étaient autour de cette grande table ovale à Genève, qui m'a dit que je voyais que c'était un type qui était beaucoup à Afghanistan. Et quand je lui ai demandé, vous étiez quand en Afghanistan? Il m'a dit, jamais. Je dis, mais comment jamais? Vous aimez, non seulement vous aimez autant Afghanistan, mais vous êtes le seul qui a tellement aidé Afghanistan aux Nations Unies, autant. Il me dit, écoutez, c'est grâce à vos photos. J'avais vu les photos dans Match, dans la presse, dans Time Magazine, et ça m'a bouleversé vos photos. Et depuis, je suis un conditionnel d'Afghanistan. J'ai demandé de me répéter ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, vous avez saisi à ce moment-là que vos photos avaient plus d'impact que ce que vous pouviez faire avec vos deux petits bras, quoi. Absolument. Et quand il m'a répété, je me suis levé, je me souviens très bien autour de cette table, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai besoin de réfléchir avant de partir sur d'autres missions. Et au fond, j'avais déjà pris ma décision, que je suis photographe. Quel genre de petit garçon étiez-vous quand vous étiez petit? Quel caractère aviez-vous? Ça doit être une question plutôt posée aux gens qui me voyaient en petit garçon, mais très curieux. Très curieux déjà, oui. Très curieux et comme une bougeotte, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est très bien. J'avais la bougeotte. Vous aviez la bougeotte. Et que ma mère courait toujours derrière moi. À chaque fois, avant de rentrer, quand on était invité chez des amis, j'avais je me souviens tout très bien, même 3-4 ans, un quart d'heure de leçons de ma mère qui disait, quand tu es avec moi, tu t'assois à côté de moi, tu ne vas pas courir partout. C'était peine perdue, j'imagine. Voilà, exactement. Vous gardez des souvenirs heureux de votre enfance? Oui, très, très. Je crois que, au fond, sauf les enfants qui vivent vraiment dans des conditions de guerre ou de conflits très forts, l'enfance, c'est le paradis pour ces enfants. Moi, j'étais sur cette Smoky Mountain de Philippines, Phnom Penh, là, les ordures où les gens ils vivent sur les ordures, les gens ils travaillent sur les ordures, les enfants qui naissent là-bas. La montagne fumante. La montagne fumante. Et je me souviens très bien quand j'ai vu les enfants qui étaient là, ils jouaient là-bas. J'ai passé longtemps avec eux. Et finalement, c'est là où j'ai compris que pour eux, le paradis est là. C'est là, pour eux, c'est là, ils sont avec leur père, parce qu'ils voient pas, ils connaissent pas qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a d'autres endroits. C'est nous qui voyons que... Alors, oui, voyez, qui pouvons comparer. Mais alors c'est malheureux à dire, mais sans doute pour ces enfants-là, l'odeur qui collera à leur enfance sera l'odeur de ces montagnes d'ordures. Pour vous, Reza, quelle est l'odeur de votre enfance? Celle qui remonte? C'est l'odeur de printemps de Tabriz, les montagnes, le printemps, surtout avec le printemps iranien. Le printemps, voilà. Il y avait... la ville de Tabriz, c'est à côté de montagnes. Et je me souviens toujours que je regardais cette montagne où il y avait un peu de neige constamment. Et quand c'était le printemps, le vent, toujours, il descendait de la montagne. De la montagne. Ouais. Et entre la ville et la montagne, il y avait des grandes... jardins, des fleurs, des roses.
il y avait cette odeur de ces roses, de ces fruits qui arrivaient et remplissaient la ville. Enfin, ça m'a resté constamment, ces roses, ces jardins de roses, enfin, d'Iran. Une odeur florale, alors. Ouais. Vous êtes toujours absolument passionné par les enfants. Quand vous êtes avec eux, vous n'êtes plus le Reza adulte, c'est le Reza enfant qui prend le temps d'être avec eux, de s'amuser avec eux. Vous les photographiez beaucoup aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'enfance, la jeunesse? Ils sont symboles de quoi, ces jeunes-là? Ou qu'est-ce qu'ils vous disent? D'une part, l'avenir. Enfin, moi, je crois que, comme un proverbe africain, il dit l'avenir n'appartient pas à nous. L'avenir, c'est comment dirais-je, appartient à la jeunesse, à ceux qui arrivent derrière. On les a empruntés de nos enfants, enfin, cet avenir. Mais dans le cas précis, quand je travaille beaucoup sur les enfants, pas seulement pour montrer la guerre, mais pour aussi être sûr qu'il y a un message qui doit venir à tout le monde. C'est comme les gens qui aiment les fleurs et qui voient le petit bourgeon, ils comprennent l'importance de ça et l'importance de l'éducation. Parce que c'est eux qui souffrent le plus dans la guerre. Il faut être avec eux, il faut être dans ces moments dans les camps de réfugiés, dans les guerres, quand il y a le bombardement. Ce n'est pas les soldats au front qui souffrent de la guerre. Ce n'est pas du tout eux. Ce n'est pas les... Oh, ils souffrent quand même, les soldats au front, et ils ont sans doute choisi leur engagement un peu plus que les enfants. Mais, ouais. Comparé aux souffrances des femmes et des enfants, parce que ce que moi je me suis rendu compte, c'est qu'en réalité, les femmes et les enfants sont ceux qui souffrent le plus, parce que la femme qui reste derrière, de front, qui voit ses parents, son frère, son mari partir à la guerre, et il faut qu'elle s'occupe de maison, de nourriture des enfants, de tout ça. C'est une charge énorme. De gérer la base arrière. Oui, absolument. Et après, pour les enfants, parce que quand vous voyez un enfant dans un camp de réfugiés, il est là, il a perdu sa maison, il a perdu ses repères, il a perdu ses amis. Des gens de sa famille. Des gens de sa famille, mais surtout le plus important, qui ne comprennent pas pourquoi il arrive. Les adultes, ils comprennent. On dit, c'est la guerre, c'est pour telle raison qu'on est là. Mais les enfants, ils ne comprennent pas d'un seul coup. Ils sont arrachés de leur maison, de tous leurs repères. Et c'est là où ça me fait vraiment la peine et que j'ai envie que les gens comprennent que quand on prend des décisions, on décide de lancer une guerre. Regardez. C'est l'acte le plus barbare aujourd'hui dans le monde. Décider de faire la guerre. Mais qu'est-ce qui fait que vous gardez espoir? Ça, c'est assez étonnant quand même. Avec les centaines de conflits que vous avez couverts, vous avez été blessé parfois, vous nous l'avez dit, plus d'une centaine de fois j'ai cru mourir. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, vous gardez cet incroyable espoir, alors en l'homme, en Dieu, je ne sais pas en qui d'ailleurs? Je crois que l'homme, il va vers la perfection. Et que on est au tout début de l'histoire de l'humanité. Nous sommes, si je comparais, je dirais, l'âge d'un homme adulte, enfin un homme dans une vie normale, qui, disons, allez, il vit 80, 100 ans, on est, dans l'humanité, on est le petit bébé qui est né il y a 3 jours. Il reste encore du chemin. À l'échelle de l'humanité, on n'a que 3 jours de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, un enfant, 3 jours, il pleure, il crie, il fait plein de choses. Et c'est pour ça que quand je vois tous ces hommes qui font la guerre, ces caprices de petits-enfants, ceux qui disent « je veux faire la guerre parce que je vais gagner tant d'argent, ou que ma société va gagner tant, ou que je pourrais étendre ma pensée sur les autres ». Enfin, tout ça, c'est absurde. Tout ça. Tout que vous voyez... Et ça ne vous décourage pas, toute cette absurdité? Non. Toutes ces choses à court terme, finalement. Ouais, vous arrivez à voir plus loin que ça, vous? C'est tellement court terme, tout ça. C'est la guerre de 100 ans, vous voyez, c'était 100 ans, et c'est déjà... Depuis longtemps, il est déjà passé. Il y a plein d'autres choses qui sont passées. La croisade, ça a eu 1000 ans, on dit. Il y en a qui disent continue encore, il y en a qui disent que c'était fini. Mais tout ça, ça n'est qu'une petite respiration de l'histoire à l'échelle de la Terre, à l'échelle de la planète. Mais c'est de relativiser finalement qui vous permet de prendre un peu de hauteur. Relativiser à l'échelle du temps.
Il faut toujours faire ça. Ouais. Il faut, et même dans le cas de moi-même, ou la vie normale aussi, combien de fois chacun de nous, on s'est trouvé vraiment dans les moments très très difficiles de la vie. On n'a jamais accepté ça. Tout le temps, on a dit, bah, non, je vais avancer. Il y a une proverbe persan qui dit que l'avenir appartient à ceux qui croient dans la beauté de leurs rêves. Vous pouvez me le dire dans votre langue originelle pour l'entendre aussi avec cette musique particulière dans la langue. آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی آرزوهایشان را قبول دارند. Ça, c'est une vraie histoire pour moi. Je crois que l'homme, l'être humain, vit par le rêve. C'est ça que dans une voiture, on met de l'essence pour le faire marcher. Et l'homme, c'est le rêve. C'est nos rêves qui nous Son énergie, son moteur, en tout cas, voilà. C'est le rêve qui fait. Il y en a qui croient et qui veulent vraiment continuer, et qui se battent pour ça et que rien ne les empêche. Il y en a qui arrêtent de rêver. Il y en a, et ça, c'est les gens qui sont déjà morts pour moi. Il y a cette fameuse conte soufi de Attar, Conférence des oiseaux, qui est traduit aussi en français, qui est connu que dans les mythologies persanes, on dit qu'il y a un sommet sur lequel il vit le plus grand oiseau du monde, l'oiseau mythique, enfin, Simorgh. Et toute cette histoire soufie dit, et c'est un oiseau incroyablement fort, perfectionné, avec des très grandes ailes, qui couvre la moitié de planète, enfin, vous voyez, qui ne mord jamais et autres. Et c'est le moment où, un jour, les oiseaux du monde, ils décident d'aller rencontrer, ils se réunissent. Cet oiseau roi, cet oiseau dieu. Oui. On va le voir, il s'appelle Simorgh. Et les dizaines de milliers d'oiseaux du monde entier qui se réunissent dans un endroit, il dit, allez, on y va, hop, ils commencent à partir, tout le monde, hop. Mais après le livre, il raconte les obstacles et les difficultés que chaque jour il rencontre. Comme nous dans la vie. Exactement, il prend exemple de ce que nous vivons dans la vie et le moment où il y en a un qui dit, écoutez, moi je vais me reposer un petit peu, il fait un peu... Entre ceux qui se découragent, ceux qui abandonnent le projet. Et combien ils parviennent finalement? Et finalement, à la fin, il y a une toute petite groupe qui est arrivée. Toute petite groupe. Il faut dire que ils arrivent sur la montagne et il n'y a pas d'oiseaux. Allons bon. Il n'y a pas d'oiseaux. Et ils se tournent autour, ils regardent autour. Non, mais qu'est-ce que c'est? Et d'un seul coup, ils disent, mais Simorgh, en persan, enfin dans la langue, Morgh, c'est un nom propre, mais en même temps, si on le partage en deux mots, en deux syllabes, ça veut dire 30 oiseaux. Mais ils étaient 30? Ils étaient 30 qui étaient arrivés. Vous voyez? Vous pensez qu'il y a quelqu'un en haut de la montagne? Vous pensez que Dieu existe ou qu'un Dieu existe? Vous avez quelle croyance à ce niveau-là? Moi, je crois que Dieu existe, mais c'est pas du tout en haut de montagne. C'est à l'intérieur de nous. Et que le Dieu, c'est dans chacun de nous. Et chacun de nous, ils connaissent bien, parfaitement, mieux que tous les autres, à qui nous avons affaire, qui est ce Dieu. Et qu'est-ce que nous l'avons promis et qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est vraiment quelque chose de très, très intérieur. Et votre spiritualité est rattachée à une religion particulière? Je suis né musulman, d'obéissance chiite en Iran. Évidemment, donc mon enfance, moi j'ai vécu ça. Mais très vite, comme de la même façon que je voyais que le monde, c'est pas ma petite fille ma pensée a commencé à voyager dans le monde entier, que finalement je voyage. J'ai fait la même chose aussi pour ça. Je suis bouddhiste, je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman, et je suis peut-être même d'autres obéissances, parce que finalement, je crois que nous parlons tous de même être qui est dans nous, mais dans différents noms. Un des grands sujets que j'ai fait par le National Geographic pour le Millennium, où tout le monde il parlait de Millennium, tous les magazines du monde, tout le monde le passage à l'an 2000. Le passage en 2000.
en faisant des sujets sur Jésus ou christianisme, parlant de ça. Et en action géographique, nous, on a pris un petit différent. J'ai fait un sujet sur Abraham, le père fondateur de trois grandes religions monothéistes. Oui. Voilà. J'ai fait un sujet sur Abraham. Pendant 3 ans, j'ai fait le voyage d'Abraham dans toutes ses entrées. C'est une sacrée quête initiatique et spirituelle. Oui. Et finalement, pourquoi je voulais faire ça? C'était justement de nouveau pour arriver à dire attention, nous n'allons pas dans les différents groupes, ne nous partageons pas entre différents noms, différents livres, différents groupes. Vous avez voulu montrer ce qui nous rassemblait plutôt que ce qui nous divisait, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qu'on voit quand on se met un peu plus haut, que la division, c'est un acte barbare, je trouve. La division, ça vient de cette pensée barbare. Or, le rassemblement, au contraire, c'est un acte divin. C'est une volonté de Dieu, enfin finalement, de dire que le monde entier, les hommes entiers, il faut qu'ils soient unis. Et pas de dire que vous êtes de telle obéissance, vous êtes de telle obéissance. Moi, une des premières choses que j'avais appris dans nos religions, c'était de dire qu'il y a des prophètes qui étaient envoyés. L'islam, c'est ce qu'elle dit, tout le temps il dit. Et quand on commence à nommer les prophètes, on commence par Moïse, par Jésus, par Mohamed. Pour nous, ce sont les prophètes de Dieu et nous croyons aussi bien en Moïse, de même façon en Jésus et en Mohamed. Il n'y a pas de différence. C'est que tous ces prophètes, on dit, ils sont envoyés de Dieu, ils ont un livre, à un moment donné, être humain avait besoin de tels prophètes et de tels livres, Dieu l'a envoyé. Et de la même façon que dans notre vie, quand on va à l'école, au primaire, on a besoin d'un professeur différent et des livres différents. Et quand on est au lycée, on a besoin de professeurs différents et des livres différents. Et quand on va à l'université, c'est aussi professeurs différents et livres différents. Mais tout ça, c'est l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est... Et si celui qui était éduqué par école primaire, il commence à se tourner contre celui qui est en lycée en disant « c'est mon prof qui a raison ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Alors, vous avez eu la gentillesse de venir avec, j'allais dire votre appareil photo. Pas du tout. L'un de vos, j'imagine, innombrables appareils photo. Je ne sais pas combien vous en avez. Alors là, c'est un numérique, celui-là. C'est mon seul et le premier numérique. Enfin, parce que vous ne travaillez pas beaucoup en numérique. Non, je ne suis pas encore changé de film vers le numérique parce que c'est pas encore... C'est pas encore votre école. Non, c'est pas. Ça représente quoi pour vous, cet appareil photo, cet instrument derrière, on a tendance à dire souvent que le photographe se cache. Je ne sais pas si vous le voyez que je ne me suis pas caché. Et comme ça. Non. Mais il représente quoi, cet objet appareil photo? C'est ma plume. Enfin. Moi, je le prends comme une plume parce que je suis un conteur. En réalité. Je me considère comme un conteur. Mieux plus que juste un photographe. Et un conteur qu'il écrit, il raconte, et que les pages de photographie, enfin mes photographies sont un peu mes écritures. Et ça, c'est ma plume. Et donc c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que simplement, et d'ailleurs peut-être pour laquelle je choisis photographie et pas l'écriture ou pas d'autre chose, c'est que ça touche beaucoup de gens. Et que c'est un langage universel. À tel point que, je repense à un épisode de votre vie quand vous êtes allé au moment du génocide rwandais. Il y a beaucoup d'enfants, je disais que vous étiez très intéressé par les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont été séparés de leur famille, arrachés à leurs parents. Il y avait beaucoup d'enfants dans les camps de réfugiés qui étaient perdus. Et vous avez appris, je trouve ça formidable, comment mettre son art au service d'une bonne cause. Vous avez appris à ces gens-là à faire des photos pour que tous les enfants puissent être pris en photo. Et que les parents, enfin ces photos ont été distribuées dans les camps de réfugiés, et les parents pouvaient tenter de reconnaître leurs enfants. Et d'ailleurs, les parents qui n'avaient jamais vu leurs enfants en photo ont eu du mal, et ce sont les enfants entre eux qui étaient peut-être beaucoup plus, je ne sais pas, qui avaient plus de simplicité, qui arrivaient à dire, mais celui-là, je le connais, ses parents, ce sont un tel, et celui-là, c'est mon copain, et celui-là, c'est mon cousin. C'est magnifique, cette histoire.
C'est avec un simple appareil photo ce qu'on arrive à faire quand même. Et il y a quoi, un quart des enfants qu'on peut retrouver leurs parents? 3500 sur 12 000 qui étaient photographiés, ils ont trouvé leurs parents. Chaque fois que j'ai pu utiliser cet appareil pour une cause qui est différente que juste faire des photos, je l'ai fait. Il y a plusieurs... évidemment, j'enseigne beaucoup. Dès que je vois, il y a une possibilité, il y a un moyen que la photographie serait quelque chose. Et au fond, le XXIe siècle, notre histoire, ça va écrire par la photographie. C'est par la photo on est en train de communiquer, c'est par l'image. Et l'image, il prend une importance chaque jour. On est de plus en plus un monde de l'image. On est devenu... On était... et on devient de plus en plus une civilisation de l'image. Donc, quand hier, je voyais des amis japonais qui regardaient mes photos et ils avaient exactement la même émotion que des amis congolais ou français ou allemands. Il y a quelque chose de fédérateur. Finalement avec la photo. Je pense à une photo une photo de votre femme d'ailleurs, Rachel, que l'on voit allongée dans un champ d'herbe. Une photo qui est très sereine, très reposante, très joyeuse, qui tranche un peu avec les photos plus dures qu'on peut voir dans les 2 livres que j'ai avec moi. C'est vrai que c'est une photo dans laquelle on a tous envie d'être allongés à sa place dans l'herbe, partir dans nos rêves. Je ne sais pas ce que vous avez mis, vous, derrière cette photo, vous allez nous l'expliquer, mais c'est une photo qui rassemble, c'est une photo qui diffuse un message de paix, me semble-t-il. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre derrière, Reza? C'était exactement ce moment. C'était un moment, en réalité, un moment très dur et difficile dans ma vie, ce moment. Ah bon, vous rencontrez votre femme, c'est un moment dur et difficile dans votre vie? Non, c'était pas le rencontre, c'était le moment que je vivais à ce moment. Et au contraire, c'est grâce à elle, c'est grâce à Rachel et tout ce qu'elle a pu me donner, c'est ce qu'elle a, et cette sérénité qui était dans elle, qui m'a aidé de passer ces moments difficiles. Et cette photo, c'est pour moi, c'est justement cette pensée, cette explication de cette sérénité, de ce passage difficile dans lequel je vivais, que mais finalement, grâce à elle, j'ai pu en passer. Traverser. Il y a une scène, des années fondatrices dans votre existence de photographe. On l'a déjà évoqué comme ça, je voudrais qu'on en parle de manière plus directe. Vous avez lutté contre les différents régimes de l'Iran. D'abord, c'était celui du Shah, après ça a été l'ayatollah Khomeini. Les deux vous ont pourchassé parce que vos photos étaient quand même très dérangeantes. Et à 22 ans, on vous met en prison pendant 3 ans. 22 ans, on est encore jeune, on sort de l'adolescence pratiquement, j'allais dire. À 56 ans, on est jeune encore. Je n'en doute pas une seconde. Mais à 22 ans, vous voilà en prison, et pendant 5 mois, on va vous torturer avec notamment une méthode qu'on peut appeler cyniquement la méthode Apollo. Je vais peut-être vous laisser raconter, c'est juste pour donner une idée de ce que vous avez vécu. Mais cet épisode est fondateur dans le sens où je pense que vous avez compris à ce moment-là ce qu'était la souffrance et peut-être aussi accepter votre mort à ce moment-là. Il y a des expériences, je crois, dans la vie ou dans la vie de chacun, dans le monde, que tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas vu, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que c'est. Pour une femme, la douleur de donner naissance, c'est une expérience que les hommes ne connaissent pas et que des femmes qui n'ont pas donné naissance aux enfants, ils ne connaissent pas non plus. Voyez. Mais une femme qui a donné naissance à un enfant, elle sait ce que ça veut dire. Pour moi, la prison, la torture, ça fait partie de ces expériences. Des expériences que tant qu'on n'a pas vraiment... On ne s'est pas trouvé devant un autre homme, un autre être humain, qui a la capacité de faire tout ce qu'il a envie sur vous. Et avec tous les outils, d'un seul coup, vous rentrez dans une pièce. Déjà, si vous avez les yeux ouverts pour voir 2 secondes, pour vous montrer, voilà où vous êtes. Ensuite, de nouveau, les yeux sont fermés. Et ça, ce sont des expériences très, très douloureuses. Mais en même temps, ça peut être très constructif d'une façon, si vous arrivez à en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sortent pas de cette
choc incroyable de comprendre jusqu'où l'homme peut être cruel. Et jusqu'où vos limites de résistance peuvent tenir aussi. Et c'est là où ceux qui arrivent à résister à ça, ceux qui arrivent à ne pas être brisés, que ce soit pendant le torture, la prison, ou même dans le moment difficile, dans la guerre, dans le conflit. C'est aussi, à force de voir des gens qui meurent, qui sont blessés, finalement, il faut quelque chose pour tenir à ça. Et c'est sous torture, finalement, j'ai compris la force intérieure de l'homme. Mais alors, expliquez-moi, parce que quand vous vous retrouvez ligoté sur une chaise, on vous allonge les jambes, on vous met une espèce de casque en fer sur la tête, comme ça vos hurlements vont vous résonner dans les oreilles et dans la tête, et qu'on vous bat les pieds, la plante des pieds avec des barres en fer, c'est ça, jusqu'à ce que les vaisseaux explosent, enfin, c'est atrocement douloureux. Comment, avec ces cris, et comment on résiste à ça? Et pendant 5 mois, et ça c'est qu'un exemple parmi tout ce que vous avez vécu, qu'on ne vous laisse pas dormir, enfin, comment on résiste à ça? Où est-ce qu'on va chercher la force de résister à ça? Je crois que la force est dans chacun de nous. Dans chaque être, il est en soi-même l'ensemble de l'humanité. On est individu, mais en même temps, on représente le monde entier. C'est simple. On représente pas seulement ceux qui sont aujourd'hui, mais toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça, moi, je crois fortement à ça. Que dans chacun de nous, il y a toute l'histoire de l'humanité qui vient et qui est dans nous. Donc, résister, je dis, c'est pas seulement de culture persane ou la religion musulmane ou d'autres ou tout ce que moi j'avais appris. C'était simplement ce fait de dire que l'homme en soi-même est capable de le faire. Et à 22 ans, arriver à me dire que ces gens-là, ils vont pas t'avoir. Tu vas résister. Reza, tu vas pas te laisser briser par ces gens-là parce que tes mots sont justes. C'est les mêmes mots que mon père m'avait dit aussi quand j'avais 16 ans. La première fois que j'ai fait mon premier journal, j'avais 16 ans. Un magazine de lycée. Le lendemain, je me suis fait arrêter. C'était ma première arrestation. Et d'un seul coup, j'ai compris dans quelle vie on était, dans quel pays on était, et quel était le gouvernement du Shah. Et un gosse de 16 ans qui vient de publier une lycée de magazine, il se fait arrêter, emmener, frapper et insulter. Enfin, c'était de vraies menaces sur moi, sur ma famille. Ça se passe il y a 40 ans. Je rentre chez moi, je suis vraiment douloureusement partout et pétrifié de peur. Je dis que c'était pire que ça, c'était la peur de mes parents. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Le type, il a dit qu'il va anéantir notre famille s'il veut, qu'il est le chef de service secret, qu'il ne faut plus jamais je touche à ça. Et il montrait le journal que j'avais fait. Il disait, tu ne toucheras plus à ça. Et je rentre à la maison. Je suis complètement défait. Mes parents, ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne me suis pas tué. Mais évidemment, au début, au bout d'un moment, ils comprennent. Non, j'explique. Je dois expliquer parce que c'était incompréhensible. J'explique tout. Et avec j'éclate en pleurs. Et mon père, il vient vers moi. Il vient vers moi comme ça. Et d'un seul coup, il commence à regarder autour de lui. On est dans la maison, donc pour me dire que on vit dans un état policier, que même à la maison, on peut être écouté. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Il vient vers moi, il dit, mais dis-moi, j'ai pas lu tout ce que tu as écrit, mais ce que tu as écrit, tu y crois? Je dis oui. Est-ce que tu crois que c'est juste? Je dis oui. Il m'a dit, fais-le, continue. Mais fais attention de ne pas te faire arrêter. Cette phrase, ce moment, c'est ce qui vous a permis, quelques années plus tard, je continuais, tenir même sous la torture. Voilà, et aussi de dire, si je dois. Je continuais plusieurs années sans me faire arrêter.
D'ailleurs, je faisais très attention parce que c'était incroyable ce moment où j'ai compris que d'un seul coup, on est dans un autre monde. On est dans un monde policier. Moi, je croyais à toutes les propagandes du régime du Shah. Magnifique, tout est beau, tout est génial. Donc de manière un peu violente, vous avez compris la réalité. Et pareil, quand vous vous êtes exilé en France en 81, vous avez dû partir, vous avez été blessé sur le front Iran-Irak, et vous avez profité, vous apprenez qu'on vous cherche, que votre tête est mise à prix aussi, toujours pour vos photos. Vous montez dans un avion. L'exil, vous aviez des tirs de mortier. Oui. J'ai toujours, il y en a deux qui restent encore. Vous avez quoi dans la peau? Eh ben, il y en a deux qui, à l'intérieur qui n'ont pas enlevé. Il y avait une troisième qui était assez grande. Vous avez encore des éclats d'obus dans la peau? J'en ai deux. Que vous sentez si vous passez le doigt dessus? Oui. Ça, c'est fort quand même. À chaque fois que vous repartez sur ce jour où vous êtes parti en exil, à chaque fois que vous touchez votre main gauche? Oui. C'était le moment où cette blessure, enfin, il y a toujours... C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle je suis tellement optimiste, c'est que, au fond, c'est cette blessure qui m'a sauvé la tête. Vous voyez? Donc, si vous n'aviez pas été blessé chaque malheur qui arrive, il y a toujours, on dit toujours, il faut voir, il y a une raison. Et après, derrière ces raisons, il faut comprendre après. Il faut comprendre après. Parce que si vous n'aviez pas été blessé à la main, vous ne vous seriez pas... Je n'aurais pas pu sortir d'Iran à l'époque. Voilà. Et parce que vous étiez blessé, on vous a laissé sortir pour aller vous faire soigner. Et que 20 jours après, ils ont attaqué chez moi, ils voulaient m'arrêter, j'étais plus là. Vous étiez déjà parti. J'étais déjà parti. Mais l'exil aussi, c'est une douloureuse expérience. On arrive dans un Occident qu'on croit tout beau, tout neuf, et on découvre l'Occident arrogant, qui se désintéresse alors totalement du Moyen-Orient, enfin, en tout cas à l'époque. Ça aussi, il a fallu tenir dans ces périodes-là de transition, de doute. C'est pas simple. Finalement, moi, ce que je fais, j'ai compris assez vite, comme vous le dites, que c'était pas non plus comme le régime de Shah qu'on essayait de nous vendre quelque chose de magnifique et beau, et que finalement, j'ai compris que c'est pas du tout ça, que le monde est différent. L'Occident, c'est la même chose, ça veut dire qu'on comprendra assez vite les hauts et les bas d'une société. Mais ce que je fais, c'est pas simplement d'une société contre l'autre. Je vois l'humanité en entier. Oui, parce que vous êtes un nomade, hein. Vous êtes quoi, 3 mois par an en France, vous continuez de bouger beaucoup? Oui, je voyage 8-9 mois par an, et que je considère pas... Monsieur parle 9 langues, couramment. Et, enfin, oui, il y en a certains qui sont des petits dialectes, donc il ne faut pas exagérer. Je vous donne un exemple. Parce que tout ces moments que j'ai vécu, tous les voyages, tout ce que j'ai compris de l'homme et l'état actuel dans lequel nous vivons, et pourquoi je fais ça. Tout ça dans une petite image que c'est, vous voyez le grand bateau, la Titanic. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Vous avez des étages entiers, et des gens qui vivaient dans le first class, dans le deuxième économie, les passagers. Vous avez des restaurants le petit café jusqu'à le 5 étoiles. Vous avez des gens qui travaillaient les cheminots en bas, qui faisaient fonctionner. Oui, c'était une société à part entière. C'était une société à part entière, Titanic. Eh bien, moi, je crois que l'Occident aujourd'hui, c'est une société comme ça, à part entière. Oui, sauf que le Titanic, il a coulé, je vous rappelle. Alors, exactement. voilà. On n'est pas encore là. D'accord. Je vous explique. Je vous explique. C'est que moi-même, je vis sur ce Titanic. Et je fais partie de ces gens, que ce soit des journalistes, que certains missionnaires, certains de mes médecins, qui sautent dans l'océan de ce Titanic. Mais qu'est-ce qu'on voit en bas? C'est que ce Titanic, il est en train de naviguer sur un océan du feu et du sang. C'est ça c'est ça la réalité. Vers sa propre perte, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous remontez sur le bateau. Et on revient sur le bateau. Pour prévenir tout le monde. Pour prévenir tout le monde. Attention, regardez, en bas, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens, leur maison a été détruite, ils sont arrachés à un petit bois. Et si vous continuez comme ça, il y a des grands rochers, vous allez vous foncer, attention. Donc, c'est pas seulement pour aider les gens qui sont dans l'océan
et vit dans le feu et cendre que je fais ça. C'est aussi pour sauver les Titanic. C'est pour leur dire, faites attention, que ces bruits de fêtes et des bouteilles de champagne ne vous rendent pas sourds à ce qui se passe en bas, au reste du monde. Que c'est un ensemble. Si on continue comme ça, eh ben, ça va couler. Donc j'essaie de prévenir avant que ça coule. Mais écoutez, vous faites un beau métier et vous le faites avec talent. Alors pour tous ceux qui s'intéressent à votre travail, je rappelle que c'est vous qui avez été sélectionné par Reporters sans frontières, enfin vous avez accepté de travailler avec Reporters sans frontières pour cette série qui sort tous les ans à la même époque, Sans photo de Reza, pour la liberté de la presse, dans l'album dans lequel on retrouve beaucoup des photos très connues que vous avez pu faire. Je rappelle le magnifique album de National Geographic, Reza a 30 ans de reportage, il pèse son poids, hein. Entre guerre et paix, il y a beaucoup de photos de paix aussi, il faut quand même le dire. Vous avez bien su choisir, les textes sont de vous, ils expliquent magnifiquement... De Rachel, ouais. Ah, vous complétez bien. Ils expliquent magnifiquement votre parcours. Et puis alors, vous avez créé un nouveau pays qui s'appelle le Webistan, qui est votre agence de photos. Le Webistan qu'on peut retrouver donc sur Internet aussi. Oui, oui. Tous ceux qui voudraient en savoir plus sur vous, sur les signatures que vous allez faire bientôt, les expos à droite, à gauche, je vous invite fortement en décembre, vous serez notamment très très présent à se renseigner ou à nous téléphoner, à nous, à KTO. Je vous souhaite quoi pour la suite? De rester vivant? Je vous le souhaite. Qu'on aura l'occasion de revoir encore et pour d'autres possibilités de parler à vos spectateurs. Avec grand plaisir. Et il y a aussi, ça serait bien aussi de dire tout ce côté d'enseignement dans la fondation en Afghanistan pour médias, donc Aina World, enfin c'est important d'expliquer que j'ai consacré presque 7 ans de ma vie maintenant d'enseigner tout ce qui est médias en Afghanistan pour créer une média indépendante. Alors on peut retrouver tout ça sur Internet oui, notamment absolument. Pour que les gens se renseignent, qu'ils aillent voir, qu'ils prennent du temps pour ça. Absolument. Je vous remercie infiniment Reza et très très bonne continuation. C'était un plaisir. Tout de suite.